winds 120 knots from the west. Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Oh my God, dude. Radio X. Sur le point d'entendre est réel. Il s'agit de la voix de Ruth Baxter, enregistrée en août 2003. Ruth Baxter est morte en 1987. EVP, phénomène de voix électronique. Ce sont des enregistrements effectués dans des pièces vides et silencieuses. Il semblerait qu'il capte des morts. Mais les morts n'ont pas toujours la chance de reposer en paix. Aujourd'hui, Contacter les morts est une chose. S'immiscer en est une autre. Et là, tu t'immisces. Universal Pictures brise le silence sur les EVP. La voix des morts. À 19h02, je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Radio X. Bienvenue dans l'émission, la deuxième de la semaine de Radio X-Files. Et le sujet, ça promet ce soir, notre cher Christian nous amène dans la communication avec les esprits, avec les fantômes. Oui, une forme de... bon, d'abord, bonsoir Camille. Bonsoir, ben oui. Oui, on est bien entré dans le sujet. On va parler, oui, de la communication avec les défunts, mais d'un type particulier de communication qui nous lie un peu à la technologie qu'on appelle le phénomène des voix électroniques, mais on va déborder de ça parce que c'est plus large que ça, l'utilisation de la technologie dans l'espoir de communiquer les défunts. C'est un phénomène qu'on appelle dans le domaine de la parapsychologie la transcommunication instrumentale. Tu l'as bien compris, instrumentale, parce qu'on utilise des instruments, pas nécessairement que l'audio, pour essayer de communiquer avec les défunts. Et c'est un sujet qui fascine les gens. C'est un sujet qui est malheureusement très populaire, mais mal documenté par les amateurs de fantômes. Les chasseurs de fantômes vont utiliser souvent ce phénomène pour se convaincre qu'il y a des manifestations surnaturelles. Il faut dire que dans un cadre plus rigoureux, plus académique, le sujet est toujours l'objet de débats, de discussion, mais aussi de recherche. Et on va parler justement des recherches qui sont menées autour de ça. Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion au moment où on se parle, donc en 2022, où en est l'état de la recherche en parapsychologie sur ce phénomène des transcommunications instrumentales. Et j'ai un sentiment, Christian, désolé de t'interrompre, mais on fera une parenthèse si on a le temps d'en jaser, parce que j'ai l'impression que c'est aussi un questionnement du futur avec tout ce que l'intelligence artificielle peut faire pour maintenir en vie, entre guillemets, artificiellement, la voix de personnes décédées, tu sais, de garder en mémoire ou encore garder une portion robotisée de la personne, là. Oui, mais c'est certain que d'une certaine façon, tous les enregistrements de gens décédés sont quelque part des voix du passé. Hein. Oui. Quand moi, par exemple, j'écoute un album d'Elvis Presley, Elvis Presley, il est plus là depuis 1977. Oui, donc tout le monde, il est mort. Oui. Donc, c'est une voix qui retentit un peu du passé. Mais tu as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on va le voir. Pour entrer dans l'émission, on a fait entendre la bande-annonce du film White Noise, un film de 2005 qui va être en vedette Michael Keaton, qui a été présenté au cinéma au Québec sous le titre de Interférence. Okay. Dans les pays francophones d'Europe, le titre était La voix des morts. Donc, c'est cette bande-annonce qu'on a entendue et c'était très efficace comme bande
bande-annonce parce que on s'est, au départ, on a utilisé de véritables EVP ou des PVE. Donc, c'est ce phénomène de voix électroniques, là, qu'on utilise l'anagramme anglais ou l'anagramme français. Ce sont des voix, donc, qu'on a captées sur des bandes magnétiques et qu'on faisait entendre comme ça en disant, ben voilà, c'est la voix d'une telle, enregistrée en 2003, et la dame en question est décédée dans les années 80. Donc, c'est sûr que c'est très efficace parce que ça vient nous chercher. Hein. L'émotion est forte lorsqu'on nous présente ça. Et tu vas voir que quand on va suivre un peu l'évolution de ce phénomène des voix électroniques ou de la transcommunication instrumentale, tu as tout à fait raison de mentionner l'idée de cette intelligence artificielle dans la mesure où à chaque fois où on a de nouvelles technologies qui apparaissent, on voit l'utilisation de ces technologies dans l'espoir de communiquer avec les défunts. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'on essaie d'adapter nos systèmes dans l'espoir qu'il y a un au-delà et qu'on puisse communiquer avec les défunts. Donc, ce sera notre thématique de ce soir. On va parler, bien sûr, de communication avec les défunts, mais principalement de la transcommunication, l'évolution de la transcommunication. Et on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut en dire de ça et quel est l'état de la recherche. Parfait. Donc, pour commencer, puisqu'il faut commencer quelque part, je te dirais que lorsque le phénomène de spiritisme a débuté, on en a souvent parlé à l'émission, on est au milieu du 19e siècle, aux États-Unis, à Hydesville, dans l'État de New York. Cherchez pas ça sur une carte, Hydesville, ça n'existe plus. C'est aujourd'hui fusionné à la ville de Rochester, donc dans le nord de l'État de New York. D'accord. On avait donc cette petite commune de Hydesville, et là, en 1848, deux adolescentes vont prétendre communiquer avec un revenant qui donne des coups dans le mur. Hein. C'est pas la première fois qu'on entend des histoires de fantômes. On a des récits qui datent de l'Antiquité. Mais là, pour la première fois, donc, il y a ces coups qui résonnent dans le mur. Et les deux fillettes, par exemple, s'amusent. Elles ont appelé le spectre du mur. Elles l'ont baptisé Monsieur Splitfoot. Et puis, à un moment donné, une des adolescentes tape dans ses mains deux grands coups. Puis elle dit à l'esprit du mur, « Si tu m'entends, fais comme moi. » Pardon. Et au même moment, deux coups résonnent dans le mur. Donc, pour la première fois, selon cette littérature, pour la première fois, il y a quelqu'un qui communique directement avec un esprit. C'est l'esprit du mur, Monsieur Splitfoot. Et là, par une série de codes, deux coups pour oui, un coup pour non, ils vont entreprendre une espèce de conversation. Okay. Et à partir de là, le mouvement spirit va apparaître. Donc, du jour au lendemain, des gens un peu partout aux États-Unis vont prétendre être à leur tour en contact avec les revenants. Et puis on va voir apparaître ces fameuses tables tournantes. On fait tourner des tables, donc des médiums. Ça s'assoit en compagnie de convives, on est autour de la table et on communique avec des défunts. Donc ça se répand comme une traînée de poudre aux États-Unis, ça va gagner assez rapidement l'Europe, où ça va devenir pratiquement une activité bourgeoise. Il faut quand même se rappeler qu'on est bien avant la radio, bien avant la télévision. Donc dans des soirées éclairées aux lampes à l'huile, on essaie de trouver des activités et ce spiritisme arrive à point nommé, d'autant plus qu'en Europe, principalement en Angleterre, on vient de sortir de la guerre des Boers, et puis ensuite, quand on va traverser le siècle, il va y avoir la Première Guerre mondiale avec ses hécatombes, ce qu'on va appeler la guerre des tranchées. Donc, beaucoup de gens et beaucoup de jeunes vont mourir dans ces conflits. Et bien sûr, les parents, les proches veulent garder contact avec ces défunts. Et le spiritisme connaît énormément de succès. Et en même temps, c'est un peu malheureux parce qu'on va voir se développer tout un commerce, un trafic autour de ça, des gens qui vont exploiter la douleur et le deuil de ces personnes pour essayer d'encaisser des dollars. Je vais te mettre en communication avec ton fils décédé ou etc. Et puis les gens, évidemment, comme ils baissent rapidement leur garde, ils sont beaucoup moins critiques par rapport. Ils veulent tellement cette communication qu'ils perdent tout sens critique. Est-ce que c'était chérant pour l'époque dans le sens de est-ce qu'on fournissait vraiment du désespoir aux gens puis vous allez devoir déplier en plus au nom de quelque chose? Absolument. Il y avait un véritable commerce. Je te dirais qu'au début du 20e siècle, le spiritisme s'était hissé en véritable mafia du deuil. Donc, on avait un peu partout, tant aux États-Unis qu'en Europe, des gens, des circuits de médiums qui s'échangeaient des adresses. On allait même jusque, crois-le ou non, on fouillait dans les chroniques nécrologiques pour voir les gens qui étaient décédés et les médiums se présentaient littéralement aux cérémonies funéraires pour offrir
en fait, leurs condoléances aux personnes endeuillées, mais en même temps des pour messages, offrir. Je vais te passer ma carte au cas où si tu veux recommuniquer avec ton fils décédé. Donc c'était vraiment épouvantable. Et on peut comprendre que des personnes se sont élevées contre ces voies-là. Et on pense notamment là, au tournant des années 1920 à peu près, le célèbre magicien, le roi de l'évasion Harry Houdini, s'est lancé dans une véritable guerre contre le mouvement spirit, qu'il définissait comme des escrocs de la pire espèce. J'irai pas jusqu'à jeter le bébé avec l'eau du bain, j'irai pas jusqu'à dire que tous les médiums sont des escrocs, mais je pense qu'à cette époque, Harry Houdini avait raison de s'offenser sur la situation qu'il voyait. Il faut dire que lui-même, Harry Houdini avait été un peu dupé par les médiums dans la mesure où Harry Houdini avait une relation excessivement fusionnelle avec sa mère, et après le décès de sa mère, on était à ce moment-là en plein essor du mouvement spirit. Alors Harry Houdini est allé consulter des médiums dans l'espoir de pouvoir établir un contact avec sa mère défunte. Et là, évidemment, il y avait comme des espèces de codes entre un fils et une mère. Il y a des petits noms qu'on se donne, des réflexions qu'on se fait. Ça devient un langage presque codé entre les parents et leurs enfants. Et donc, Harry Houdini s'est retrouvé dans des séances de spiritisme. Et à des moments donnés, par exemple, quand le médium dit « Voilà, je suis avec ta mère » et ta mère me dit « Harry », immédiatement, Houdini s'est levé puis dit « Ma mère m'aurait jamais appelé Harry ». Son véritable nom à Harry Houdini, c'était Eric Weiss, et sa mère l'appelait toujours Erika. Donc, jamais sa mère de l'au-delà l'aurait appelé Harry. Harry Houdini était son nom de scène. Donc, mais c'était pas très connu à l'époque. Tout le monde le connaissait sous le nom de Harry Houdini. Il faut savoir aussi que dans son temps, Harry Houdini était l'artiste le plus célèbre et le mieux payé de toute cette époque-là. C'était vraiment l'artiste le plus en demande et tout le monde le connaissait sous le nom de Harry Houdini et non pas de son nom beaucoup plus juif, parce que Harry Houdini vient d'une famille juive de New York et son nom était Erika Weiss. Donc jamais sa mère l'aurait appelé Harry. Donc immédiatement il a senti qu'il y avait une arnaque et ensuite il s'est lancé dans une véritable guerre contre les spirites. Alors même jusque parfois se déguiser, parce que c'est un personnage très connu. Il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, au tournant des années 1910-1920, les journaux commençaient à avoir de plus en plus de photographies. La photo devenait un élément essentiel aux publications journalistiques. Donc les photos d'Harry Houdini au début, fin du 19e siècle, on avait beaucoup de dessins qui étaient faits par des artistes. Et puis arrive le 20e siècle avec la photographie qui se répand là, beaucoup dans les publications. Alors le visage de Harry Houdini est très connu. Donc Houdini se maquillait, se déguisait. C'était non seulement le roi de l'évasion, mais c'était aussi le roi du déguisement. Oui. Et puis sous différents maquillages, il est allé rencontrer des médiums et à chaque fois il les a dénoncés. À sa mort, Harry Houdini n'avait jamais rencontré de médium qui l'avait impressionné. Pour lui, tous les médiums n'étaient que des gens qui utilisaient des subterfuges pour faire croire qu'ils étaient en communication avec l'au-delà. Mais néanmoins, on fera pas une émission complète sur Harry Houdini, quoique c'est un personnage fascinant, quoique sa guerre contre les médiums était fascinante. Mon nom est la table, Christian, c'est correct. Ouais, puis là, il a connu des hauts et des bas, mais il faut savoir qu'en même temps que Houdini va se lancer dans cette guerre contre les médiums, d'autres gens, disons peut-être plus entre guillemets technologiques, vont essayer de développer des mécanismes qui permettraient d'éliminer, d'éclipser le médium, parce que le médium c'est un peu le maillon faible. Dit-il la vérité ou non? Est-il un escroc? Est-il réellement en contact avec l'au-delà? Alors si on pouvait enlever cet intermédiaire et communiquer directement avec l'au-delà, déjà on aurait une certitude sur l'acuité de ces communications. Et là on voit apparaître des gens très importants, des gens qui sont associés avec des brevets de grandes inventions. On pense par exemple à Thomas Edison, qui est considéré comme le plus grand inventeur de l'histoire des États-Unis. Déjà au début du 20e siècle, Thomas Edison espérait
trouver des systèmes. Hein. C'est l'inventeur notamment du gramophone. Hein. Il espérait pouvoir trouver un mécanisme avec lequel il pourrait enregistrer les voix de l'au-delà sur des rouleaux de cire d'abord. Et s'il te plaît, Christian, on ne fera pas réentendre l'audio de la poupée de Thomas Edison. Je vais faire des cauchemars. Oh my God! Donc, Thomas Edison essaie de trouver des mécanismes pour essayer de capter les voix de l'au-delà. Et il est à ce moment-là, hein, c'est dans l'air du temps, l'au-delà semble tout proche. Hein, il semble à notre portée. Si on écoute les récits des médiums, l'au-delà nous tend la main. Donc, il suffit de trouver le bon mécanisme et on va y arriver. Il n'est pas le seul dans cette course. Hein. Dès les années 30, on voit apparaître d'autres noms célèbres, dont notamment celui de Guglielmo Marconi, qui va recevoir d'ailleurs le prix Nobel pour la première communication sans fil, avec une histoire où il va se disputer avec Nikola Tesla sur qui a ou non créé la communication sans fil. Mais néanmoins, en 1937, déjà, Marconi annonce qu'il est à travailler, à élaborer un mécanisme qui permettrait de communiquer avec l'au-delà. Mais malheureusement, ces tentatives vont mener à l'échec. Donc, grosso modo, on est à peu près dans ces eaux-là. On a d'un côté, et ça jusqu'à peu près la Deuxième Guerre mondiale, il y a d'un côté les médiums qui entrent spontanément en communication avec les esprits, des scientifiques qui essaient de documenter le côté spirit, donc on va multiplier les mécanismes de vérification auprès des médiums, s'assurer qu'ils ne puissent pas tirer sur la table, pousser sur la table, que les manifestations qui se produisent durant ces fameuses séances spirites sont tout à fait authentiques. Et d'un autre côté, on a plein de scientifiques qui essaient de trouver des mécanismes qui permettraient d'éclipser le médium pour s'assurer d'avoir un contact direct avec l'au-delà. La Deuxième Guerre mondiale va venir un peu changer la donne. On le comprend, et principalement en Europe, les préoccupations sont ailleurs, donc le spiritisme est un peu relayé aux oubliettes. Bien sûr, on continue de le pratiquer dans des salons de la bourgeoisie, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, mais le spiritisme, évidemment, on n'a plus trop la tête au divertissement. Hein. La Deuxième Guerre mondiale va faire des ravages épouvantables, et bien sûr, l'implication, là, dès le début des années 40 de l'Amérique dans le conflit, fait qu'on est à autre chose. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, peu à peu, on va revenir à ces idées de communication avec l'au-delà. On en est toujours un peu au cadre spirit. Et puis, il va arriver un événement qui va changer la donne. Et cet événement-là, il se produit en 1959. On se trouve en Suède. On a un type qui s'appelle Fredrik Jorgenson. Fredrik Jorgenson, c'est un type qui c'est un peu un touche-à-tout. Il est un peu cinéaste, documentaliste. Il est artiste également. Et c'est surtout aussi un ornithologue en herbe. Donc, il adore observer les oiseaux, il aime enregistrer les chants d'oiseaux. Et donc, on est à Malbo, en Suède, et par une belle journée d'été de 1959, Fredrik Jorgenson décide de se rendre au parc local pour enregistrer les oiseaux. Hein. Alors, il amène avec lui son magnétophone. C'est un magnétophone à bobine, hein, pour les anciens qui nous écoutent. Donc, c'est un magnétophone à bobine avec un microphone. Donc, Jorgenson se rend dans le parc, trouve un endroit très isolé où il est seul. Il s'assure bien sûr qu'il est seul. Il n'entend autour de lui que des chants d'oiseaux. Et il va enregistrer pendant quelques minutes ces fameux chants d'oiseaux. Et à un moment donné, alors que les oiseaux se sont tus, il y a une espèce de moment où il y a à peu près rien. Et là, en réécoutant la bande, il l'entend pas sur le coup, mais en réécoutant la bande chez lui, dans cet espace, dans cette zone qu'on pourrait appeler le white noise, hein, la bande blanche, il entend une voix. Et il lui semble que c'est une voix féminine. Il a l'impression de reconnaître des mots. Il a l'impression que la voix lui dit « Friedel, mon petit Friedel, m'entends-tu » Et ces mots, hein, Friedel, c'est le surnom que lui donnait sa mère, et sa mère est décédée depuis quelques années. Fredrik Jorgenson est convaincu que cette voix qu'il entend est celle de sa mère qui lui parle de l'au-delà. Et exceptionnellement, j'ai sorti ma cassette, j'en ai tiré un audio, et donc ce soir, on va faire entendre pendant quelques secondes cet enregistrement, ce white noise, où Jorgenson a l'impression d'entendre une voix féminine qui lui parle. Donc voici l'enregistrement original de Fredrik Jorgenson, 1959.
Effectivement, ça ressemble à une voix, là. Oh, tu as tout à fait raison. Hein? Je serais berné, là. Si tu me dis que c'est faux, là, moi, j'ai entendu quelque chose. Oui, on a entendu quelque chose. Même si on parle pas le suédois, on entend quelque chose. On n'ira pas ressortir notre dictionnaire de chez Ikea, là, mais non. bon, ça semble effectivement être une voix féminine. Et Jorgensen, en entendant cette voix, il est comme toi, comme moi, comme n'importe qui nous écoute ce soir, il est lui aussi persuadé qu'il entend bel et bien une voix. Il est persuadé parce que bon, il est le témoin de sa propre histoire. Il est persuadé qu'il était seul au moment où il a fait cet enregistrement. Parce que la première pensée, c'est est-ce que quelqu'un aurait pu passer dans le parc ou quelqu'un aurait pu être derrière un buisson, aurait pu parler et son magnétophone, très sensible, aurait enregistré ses voix. Mais Jorgensen, en écoutant le message, il a l'impression à travers cette voix, il a l'impression d'entendre des mots, il a l'impression que cette voix lui parle. Et à travers ça, donc Jorgensen va refaire ce type d'expérience et rapidement, il va capter à nouveau, de nouvelles voix. Pas forcément des voix féminines, mais très rapidement, il est considéré encore aujourd'hui le père de la transcommunication instrumentale. Pour la première fois, un équipement électronique a enregistré ce que plusieurs interprètent comme étant une communication avec l'au-delà. Donc, Jorgensen se lance dans toute une série d'expérimentations, créant des systèmes d'enregistrement de plus en plus sophistiqués, de mieux en mieux isolés de leur environnement, et presque à chaque fois, Jorgensen obtient des échos de voix. Évidemment, très rapidement, lorsque Jorgensen publie ses premiers résultats, il y a plein de gens qui s'intéressent à la parapsychologie et qui s'intéressent c'est un moment fort aussi, il faut se rappeler, on est 1959, 1960, et bien sûr, les décennies des années 60 et 70 ont été un peu ce qu'on pourrait qualifier de l'âge d'or de la parapsychologie. Donc, il est rapidement imité par d'autres chercheurs. Je pense notamment au psychologue d'origine lettonne, Konstantin Raudive, qui lui aussi va prendre le train en marche. Les expériences de Jorgensen le fascinent. Il va développer des systèmes d'enregistrement excessivement complexes. Et c'est d'ailleurs lui, ce Konstantin Raudive, qui va lancer l'expression EVP pour Electronic Voice Phenomena, donc le phénomène des voix électroniques, okay. Si on utilise l'anagramme français. Donc ça nous vient de là. Et donc il fait fabriquer toutes sortes d'appareils, tous plus sophistiqués les uns que les autres, et il enregistre des voix. Donc toute la période durant les années 60, Raudive va mener ses expériences. Il n'est pas le seul, mais il est le leader de cette recherche, et il obtient coup sur coup des voix. Et bien sûr, devant la critique, où on lui dit l'appareil était peut-être pas suffisamment isolé, on se trouvait dans une situation où il est difficile de s'assurer qu'il n'y avait pas d'éléments parasitaires, des communications parasitaires. C'est ça, ou encore avez-vous des souris chez vous? Oui, parce qu'il faut quand même se rappeler aussi que ce phénomène des voix électroniques, il apparaît aussi en même temps que se multiplient les mécanismes de communication. Donc, à la fois, on a la radio qui est là, qui est apparue dès le début du 20e siècle. Il y a la télévision qui apparaît dès la fin des années 40, début des années 50. Et ces mécanismes-là, radio-télévision, utilisent les ondes hertziennes. Il y a également des communications radio. Donc, à ce moment-là, bien sûr, on est loin de l'ère du portable, mais dans les véhicules civils, par exemple, dans les taxis, les voitures de police, les véhicules d'urgence, il y a des CB qui utilisent également les ondes hertziennes pour communiquer. Alors, la première réponse la première critique à laquelle doit faire face Raudive et Jorgensen, qui continuent à faire leurs recherches, et d'autres qui s'intéressent à ce sujet, c'est est-ce qu'on peut être certain que ces voix ne sont pas simplement des éléments parasitaires qui auraient été captés au hasard. Donc, on parle notre magnétophone, et puis à un moment donné ou un autre, on capte malheureusement la communication d'une voiture taxi qui passe dans la rue, et puis on a l'impression... Voilà, et donc on entend ces mots-là. En 1971, pour te donner une simple idée une mesure, Jorgensen met en place toute une série de mécanismes d'enregistrement qui peuvent capter sur plusieurs bandes, et en 18 minutes seulement, il obtient 200 voix.
dont plus d'une trentaine sont parfaitement clairs et intelligibles. Donc même si on ne déchiffre pas la voix, les mots qui sont dits, on a directement, on entend ces voix qui semblent très articulées, qui semblent dire des mots. Et à sa mort en 1974, Raodzivé va laisser sa collection d'enregistrements et on parle à ce moment-là de plus de 100 000 messages que Raodzivé aurait captés. Et je me garde bien de dire vrai, pas vrai, là, tu comprends, j'essaie simplement de te faire un résumé des événements historiques. Donc, à la mort de Raodzivé, en 1974, il laisse 100 000 enregistrements de ce qui semble être des voix de l'au-delà. Avec toujours, bien sûr, en arrière-plan, il faut toujours retenir cette critique tout à fait justifiée des mouvements, disons, plus sceptiques, sans parler d'associations sceptiques, mais il est normal que le milieu académique soit sceptique à cette idée-là. Bon, voilà, on utilise des mécanismes et puis on enregistre des voix, puis on nous dit que ces voix sont des voix de l'au-delà. Ben, tu comprends que dans les milieux académiques, scientifiques et même techniques, ça nous semble très improbable. Et il faut dire que aux expériences de Raodzivé s'ajoutent toutes sortes de voix discordantes. Par exemple, dans les critiques qui sont évoquées lorsqu'on parle des voix enregistrées par Raodzivé, parce que Raodzivé va vite remplacer Jørgensen. Si Jørgensen est le père de la transcommunication instrumentale, Raodzivé est quand même celui qui va populariser cette idée-là qu'on peut enregistrer des voix de l'au-delà en utilisant des mécanismes électroniques. Et parmi les critiques les plus virulentes, on a notamment des ingénieurs de son qui travaillent dans des studios d'enregistrement, ou dans des salles de cinéma ou des trucs comme ça, et qui vont dire nous aussi on capte ces voix-là, puis jamais on a interprété ça comme étant des voix fantômes. Donc les techniciens de son sur les grands studios d'Hollywood avec le perche ou tout ça, parfois il leur arrive d'entendre des communications ou des voix, et les techniciens de son par exemple dans des studios d'enregistrement pour de la musique ou quoi que ce soit, parfois il leur arrive d'entendre des sons parasitaires qui proviennent visiblement de communications extérieures, radio, télévision, CB, mécanisme de communication domestique. Mais bref, ils entendent ça, c'est un peu agaçant. Ils doivent à ce moment-là recalibrer les micros, recalibrer les systèmes pour s'assurer qu'il n'y a pas ces bruits parasitaires. Donc, parmi les voix les plus discordantes à l'idée que ces voix-là sont celles de l'au-delà, il y a toute cette communauté de spécialistes, de techniciens du son qui disent « Nous aussi, on capte des voix comme ça, mais ça ne sont pas des voix de l'au-delà, ce sont, on vous l'assure, simplement des parasites audio. » Et bien sûr, à cette idée de communiquer avec l'au-delà, parce que les défenseurs qui disent non, ce sont certainement des voix de l'au-delà, parce que dans certains cas, et dans le cas des enregistrements tant de Jørgensen que de Raodzivé, on a l'impression parfois que la communication, que la voix s'adresse à celui qui tient le micro. Donc on a l'impression d'une communication volontaire, pas simplement un mot comme ça lancé en l'air. Okay. Mais on commence à s'intéresser, il faut se rappeler, on est à la fin des années 60, arrive le début des années 70, on commence à se dire, si on est capable d'enregistrer des voix de l'au-delà, est-ce qu'on pourrait enregistrer des images de l'au-delà? Alors va s'ajouter un nouvel élément à la transcommunication instrumentale après le son. Voici l'image. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On va utiliser des caméras de télévision qu'on va tourner vers des écrans qui sont placés sur des chaînes qui ne reçoivent rien. Et c'est d'ailleurs ce que l'on voit dans le film Interférence, le film de 2005 avec Michael Keaton. C'est l'une des techniques que l'on voit. On allume des téléviseurs, on tourne la caméra vers le téléviseur de manière à enregistrer cet écran blanc sur lequel on ne reçoit rien, que de la neige. Et puis ensuite, on regarde les images. Et parfois, donc au moment où tout ça commence à se faire, au début des années 70, on est surpris en regardant ces bandes vidéo de voir apparaître de temps à autre des espèces de flashs, comme s'il y avait des images. Et dans certains cas, quand on regarde ces images, on a l'impression de reconnaître des gens décédés, comme si ces images nous provenaient de l'au-delà. Et ce mécanisme vidéo vient s'ajouter à l'audio. Et là, très rapidement, on voit... c'est vrai que la vidéo va donner un peu un coup de pouce. Déjà que après les expériences de Jørgensen et les premiers essais de Raodzivé,
La transcommunication instrumentale a connu une certaine popularité, mais peu à peu dans les années 60, et peut-être aussi avec toutes ces critiques que soulevaient les techniciens de son qui essayaient de trouver des explications beaucoup plus rationnelles que de croire à l'au-delà. Le phénomène des voix électroniques ou de la transcommunication a commencé à s'essouffler. Mais lorsqu'on a commencé à ajouter l'image, ben là, évidemment, bien sûr, ça a donné un nouveau coup de pouce. Et là, à travers le monde, et principalement en Europe, des gens ont commencé à utiliser des caméras pour essayer de capter des images. Et rien que pour te donner une idée, là, encore aujourd'hui, même si on n'entend pas parler, c'est un phénomène qui est excessivement populaire auprès de certains cercles spirites. Aux États-Unis, par exemple, il y a l'American Association of Electronic Voice Phenomenon qui utilise toutes sortes de mécanismes dans l'espoir de capter des sons, des images de l'au-delà. Et j'ai même vu récemment en Europe, on utilise un nouveau mécanisme, c'est assez intéressant. On projette sur un écran. Et là, je te parle d'expériences qui sont menées là 2020, 2021, là, 2022. Maintenant. Donc, qui sont maintenant, donc, des gens en Europe ont développé d'autres mécanismes. Et l'un d'entre eux que je trouve assez intéressant, les gens projettent sur un écran une image qui ressemble à une image qui est abstraite, qui ressemble, pour te donner une idée, à un nuage. Hein? Imagine-toi un nuage de fumée. Hein? Donc, on voit sur l'écran cette image, cette impression de fumée sur l'écran, et on essaie de communiquer avec des défunts, et on espère qu'à travers cet appareil, ce mouvement qui ressemble, encore une fois, comme je le dis, à de la fumée, qui est tout à fait abstrait, on espère voir apparaître dans ces images abstraites des images ou des éléments qui vont nous laisser croire que nous sommes en communication avec l'au-delà. Il faut le dire, ça se fait, c'est à la portée de tous. Hein, c'est un peu ça, dans la transcommunication instrumentale, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mécanisme qui est à la portée de tout le monde. Donc, il suffit, parce qu'au début, quand on entend la bande-annonce du film Interférence, on nous dit, ça se fait dans des pièces vides. C'est pas toujours comme ça que ça se fait. Bien sûr, on peut toujours partir un magnétophone, le laisser dans une pièce et ensuite le laisser là 1 heure ou 2. On écoute la bande ensuite et on voit si on a capté quelque chose. Une autre des techniques, c'est de placer dans la pièce le magnétophone et de poser des questions à haute voix. Donc, y a-t-il quelqu'un? Si oui, qui êtes-vous? Il y a des séquences comme ça qui... je me rappelle d'ailleurs, il y a une séquence qui a été... qu'on a reproduite dans un magnifique film des années 1980, début des années 80. C'est un film qui s'appelle The Changeling. En français, c'est L'Enfant du Diable. Le diable n'a rien à voir là-dedans. Là, c'est vraiment... Les concepts se mélangent. C'est un prétexte à nous sortir le diable dans une traduction, mais en fait, The Changeling veut dire l'usurpateur, celui qui a été changé. Un très beau film de fantôme avec George C. Scott. Et il y a une scène qui est assez troublante, où on voit, il fait appel, il croit sa maison hantée, donc il fait appel à des médiums, à une médium, et je sais pas si tu as vu ce film, mais ceux qui nous écoutent, qui ont vu ce film, de Changeling, l'enfant du diable, il y a une séquence où on voit la médium qui est assise à la table. George C. Scott, qui est l'acteur principal, incarne un musicien-compositeur qui croit que sa maison est hantée, donc il fait venir la médium, et alors elle fait de l'écriture automatique, donc elle graphine sur une feuille de papier avec un crayon, et lorsqu'à un moment donné, elle a une impulsion, semble-t-il, qui vient d'au-delà, elle écrit un mot. Et il y a une scène qui est tout à fait remarquable, ça donne des frissons dans le dos. George C. Scott, qui incarne un dénommé, je me rappelle pas, Monsieur Davis ou quelque chose comme ça, dit, est-ce que je peux enregistrer la séance de spiritisme? La médium lui répond. Alors, il part son magnétophone, et là, donc, on voit la médium qui graphine sur sa feuille de papier, puis là, elle dit, êtes-vous mort dans cette maison? Puis là, on la voit qui gratte sa feuille de papier. Elle répète la question, êtes-vous mort dans cette maison? Et là, tout d'un coup, on voit une impulsion. Elle écrit un mot sur sa feuille de papier, rapidement. Et là, il y a quelqu'un à côté d'elle, l'interprète, qui enlève la feuille sous son crayon. Et là, il dit, oui. Donc, lui, il dit ça. Et plus tard, lorsque George C. Scott, notre acteur principal, réécoute la bande, on entend donc sur la bande audio la médium qui pose la question « Êtes-vous mort dans cette maison ?» Et juste avant qu'elle écrive le mot « oui », on entend un souffle derrière qui dit « Oui ». Hey.
c'est magnifique, là, une belle exploitation du phénomène des voix électroniques. Donc bref, après l'audio va s'ajouter l'image, comme je t'ai expliqué, et la façon dont on utilise, c'est que oui, on peut allumer un magnétophone dans une pièce, le laisser là pendant 1 heure ou 2, écouter la bande en retour et de voir s'il y a des enregistrements. L'autre façon de faire, c'est de poser des questions dans une pièce et en réécoutant la bande, on essaie de voir si aux questions posées, il y a des éléments, entre guillemets, parasitaires qui apparaissent. Et si ces éléments sont des voix, est-ce que ces voix répondent aux questions, est-ce qu'elles disent quelque chose d'intelligible? Donc, c'est un peu le mécanisme. Et dans le domaine de la télévision, c'est un peu la même chose. On tourne la caméra vers un écran de télévision qui est sur aucune chaîne, qui n'a donc que de la neige, entre guillemets. Oui. Et donc, ou bien on peut laisser la caméra rouler pendant un certain temps, réécouter la bande vidéo, revoir, je dis réécouter, mais c'est revoir, je dois être un auditif, moi. Donc, on revoit la bande vidéo pour voir s'il y a de ces images qui apparaissent. Ou encore, on peut se placer devant l'écran, poser des questions en espérant qu'éventuellement des flashs vont apparaître. Ça, c'est la façon de faire. Est-ce qu'il y a aussi l'aspect, exemple, jouer avec des lumières, là, des lumières qui vont clignoter ou encore... Ouais, mais ça fait pas vraiment partie des mécanismes de la transcommunication instrumentale. Évidemment, dans tout ça, en essayant de jouer un peu l'avocat du diable, on peut quand même se dire que, dans un premier temps, les enregistrements qui sont faits, faut qu'ils soient quand même faits dans des conditions rigoureuses. C'est un peu le problème des chasseurs de fantômes. Les chasseurs de fantômes nous disent, voilà, on est allé dans un lieu hanté et on a capté des voix. Et parfois, ils vont utiliser un appareil qu'ils appellent le Ghost Box. Le Ghost Box, il faut bien le dire, c'est un appareil qui va scanner, donc c'est un balayeur d'ondes, et malheureusement, cet appareil balaye les mêmes longueurs d'ondes qui sont utilisées soit pour la radio commerciale ou encore pour les radios domestiques. Et il te dit pas sur quelle longueur d'onde il va capter quelque chose. Fait que c'est un peu, imaginons, là, pour faire une vision un peu imagée, là, vous allumez votre système de son, là, et là, très rapidement, vous tournez, là, on se rappelle, là, les radios des années 70, là, tu sais, tu tournes la roulette, là, puis l'aiguille s'avance sur le marqueur, là, puis ça fait... On passe très rapidement comme ça, aller-retour sur la bande. Oui. C'est exactement ce que fait le Ghost Box des chasseurs de fantômes. Il balaie aller-retour sur des différentes longueurs d'onde, incluant les longueurs d'onde qui sont utilisées par la radio commerciale ou les radios domestiques. Quand je parle de radio domestique, je parle bien sûr de CB, de walkie-talkie ou encore des moniteurs pour bébés qui seraient laissés par exemple dans des champs. Et là, parfois, les chasseurs de fantômes me disent « Hey, j'ai entendu une voix. » Fait qu'on entend, c'est comme un mot. Oui, mais vous étiez comment, là? On était 7-8 chasseurs de fantômes. Qu'est-ce qui me dit? Où étiez-vous au moment où vous avez capté ça? Parce qu'on le sait pas. On a enregistré ça d'une pièce. Tu sais, si t'entends fredonner, là, je sais pas, moi, ne me quitte pas, c'est-tu parce que Jacques Brel te parle de l'au-delà, ou c'est parce qu'un de vous autres est allé faire pipi sur le bord de la maison à côté, puis il fredonnait, ne me il était pas capable de fermer sa trappe. Tu comprends-tu? C'est ça. Donc, on n'a pas on sait pas dans quelles conditions ça a été enregistré. C'est-tu l'au-delà? Est-ce que tu sais où se trouvaient les autres chasseurs de fantômes au moment où tu as capté ça? Peut-être que tu avais 2 de tes collègues qui étaient dans une autre pièce, qui parlaient, qui murmuraient, ton magnétophone enregistré ce murmure-là, que tu interprètes comme étant des voix. Donc, il faut que ce soit fait dans des conditions rigoureuses. La meilleure condition, bien sûr, ce serait ce qu'on appelle la cage de Faraday. Donc, tu places ton magnétophone dans une boîte, et cette boîte-là, elle l'isole complètement de son environnement. Donc, il ne peut pas y avoir une transmission parasitaire. Malheureusement, à ce jour, aucune communication EVP a été obtenue dans une cage de Faraday. Aucune. Donc, à en croire, si tu es un défenseur des phénomènes de voix électroniques, tu diras c'est parce qu'il faut générer du bruit blanc, donc le bruit de l'environnement. Donc, la boîte, la cage de Faraday devient un peu un obstacle. Je te dirais que j'ai un peu peine à croire que si le fantôme est capable de rentrer dans le garde-robe, puis si le fantôme est capable de traverser les murs, il serait probablement capable de traverser ma cage de Faraday. Bon, je mets un petit bémol là-dessus, mais bon, tu vois, c'est quand même un des arguments qui a été lancé. Ouais. Ensuite, l'autre problématique de ces fameuses voix, là, j'exclus l'image, on va revenir à l'image, mais si on n'écoute que la voix, dans un premier temps, les chasseurs de fantômes ne font pas ces enregistrements-là dans des conditions rigoureuses.
Et c'est un peu mon problème. Quand je parle avec des chasseurs de fantômes, les gens diront, oui, mais Christian Page aime pas les chasseurs de fantômes, ce qui est tout à fait vrai, parce que je trouve qu'ils font pas du bon travail, et parce qu'ils manipulent des instruments, ils essaient de nous faire croire qu'ils font de la science. Mais c'est pas parce que tu manipules des instruments que tu fais de la science. C'est pas parce que moi je tiens un marteau que je deviens menuisier ou contracteur pour autant. Je suis architecte. Ouais, je suis architecte, j'ai un crayon dans ma main, je suis architecte. Ça fonctionne pas, ça, là. Il faut que ce soit fait dans des conditions rigoureuses. Il faut pas se le cacher. Quand on regarde aller les chasseurs de fantômes, t'as bien l'impression que ça semble être un gros party de soirée, là. Tu sais, on s'en va là, puis on a nos équipements, puis on a du fun, puis donc on est loin des conditions de laboratoire avec des conditions très rigoureuses. Dans un deuxième temps, dans bien des cas, les communications obtenues sont souvent très sporadiques. Hein? Ce sont un mot, une demi-phrase, et c'est parfois difficile d'entendre ce qui se dit. Comme l'exemple qu'on a donné, qu'on a fait entendre, la voix enregistrée par Jorgensen en 1959, on entend bien une voix féminine au loin qui semble parler. Mais que dit-elle exactement? Jorgensen croit reconnaître la voix de sa mère qui lui dit « Friedel, mon petit Friedel, est-ce que tu m'entends? » Mais si j'avais fait écouter la même bande audio à des gens qui ne parlaient pas, par exemple, le suédois, mais parlaient l'italien ou l'allemand, est-ce qu'ils auraient entendu autre chose? Tu comprends? Et là, on se retrouve dans un phénomène qu'on appelle la pareidolie auditive. C'est un peu comme, c'est le même phénomène, mais qu'on a sur le plan visuel. Hein. Si tu regardes les nuages, à force de regarder des nuages, tu vas voir un visage, des animaux. Si tu regardes le motif d'une moquette, tu vas vite voir là aussi des visages, des trucs. Tu regardes un nœud dans une planche de bois, puis là tu dis, ah, il me semble que je vois un visage. Et c'est ce mécanisme-là, notre cerveau n'aime pas ce qui est abstrait. Et quand il regarde des images qui sont abstraites, il va essayer de trouver des liens entre différents éléments pour recréer une image qui lui est familière. Et principalement, on voit des visages parce que la première chose qu'identifie notre cerveau quand on est enfant, c'est le visage de nos parents. On apprend à décoder leurs réactions, leur visage. Est-ce qu'ils sourient? Est-ce qu'ils ont une moue débitative? Bon, on essaie de décoder ces émotions à travers les signes du visage. Donc, c'est normal que lorsque l'on voit des images abstraites, notre première réaction, c'est de voir des visages. À l'audition, on est dans la recherche de sens en plus, là, un sujet aussi sensible que la mort, puis le sentiment de vide qu'il peut y avoir de l'autre côté. Je prends cette expression-là. Et l'amour qu'on a pour les gens qu'on perd, c'est ça qu'on va être biaisé, là. Oui, et non seulement on est biaisé, mais notre cerveau ajoute à ce biais-là. À l'audition, il fait exactement la même chose. C'est ça. Si on fait entendre un truc, ça va... à force de l'écouter, là, mon cerveau va trouver un sens. Il va trouver des mots là-dedans. Et c'est très souvent ce qui se produit quand tu vas sur les réseaux sociaux. Les chasseurs de fantômes vont mettre en ligne, par exemple, des bruits enregistrés lors d'enquêtes. Hein, c'est ce qu'ils appellent des enquêtes. Moi, j'appelle ça plutôt une soirée de party dans une maison abandonnée. Là. Mais bon, eux appellent ça une enquête. Et là, ils mettent ça en ligne. Et là, ils nous disent à l'avance, ils disent, écoutez cet enregistrement, vous allez entendre comment vas-tu, Marcel? Fait que là, t'écoutes ça, ça fait... Mais comme ils t'ont déjà préparé à entendre « Comment vas-tu, Marcel », à un moment donné, à force de l'entendre, tu vas entendre « Comment vas-tu, Marcel ». Et ça, là, ça va à l'encontre de la démarche scientifique. Ce qui serait scientifique, ce serait de faire entendre cet enregistrement-là à des dizaines de personnes, sans leur dire ce qu'ils doivent entendre, pour déterminer si eux entendent quelque chose. Ça se peut qu'ils entendent absolument rien. Et ensuite, s'ils disent entendre quelque chose, leur demander ce qu'ils entendent. Et tu serais très surpris de voir qu'ils entendent peut-être pas la même chose que toi. Et si tu pousses plus loin, ce serait intéressant de le faire entendre à des gens dont la langue française n'est pas la langue maternelle. Hein? Donc, tu le fais entendre à des gens qui parlent l'italien, allemand, etc. Voir si dans leur langue maternelle, ils n'entendront pas eux aussi des mots ou des phrases. C'est un peu comme dans les années 70. Je sais, Camille, tu étais trop jeune pour avoir connu cette période d'effervescence. J'aimerais tellement l'avoir vécu. Mais on mettait nos micro-sillons, nos disques en vinyle sur nos tables tournantes, puis on faisait tourner des disques à l'envers. Puis là, on était sûr qu'on entendrait des messages sataniques sur les albums de Led Zeppelin ou de AC/DC, puis là, on faisait tourner ça. Mais bon, c'est ce qui se produisait, c'est ces pareidolies auditives. Hein. On s'attend à entendre des mots, à des espèces d'hallucinations. On se dit, voilà, j'ai entendu tel mot, telle phrase.
phrases. Bon. Donc, le premier problème qui guette la transcommunication instrumentale, sur le plan de l'audio, c'est est-ce que ces enregistrements-là ont été faits dans des conditions rigoureuses? Est-ce que ces enregistrements-là ne pourraient pas être des sons parasitaires provenant de communications extérieures? Et ensuite, qu'est-ce que l'on entend? Parce que ce que l'on entend peut être très sujet à interprétation, comme le sont les pareidolie auditives, comme cette histoire d'album en vinyle qu'on faisait tourner à l'envers. Au niveau de l'image, là aussi on a un problème, parce que jusqu'à maintenant, et je vais te raconter une petite anecdote qui est quand même assez amusante, il y a quelques années, l'histoire de l'image a beaucoup fait fantasmer parce qu'on s'est dit, on a des images de l'au-delà. Et à l'été 1990, en fait, quelques mois plus tôt, est sorti en France un livre qui s'intitulait « Les morts nous parlent » par le père François Brune, qui a été, en langue française, je te dirais, l'un des plus ardents apôtres de cette transcommunication instrumentale. Donc, on avait des publications qui se faisaient soit en anglais, les Allemands aussi étaient très intéressés par la transcommunication instrumentale, mais on avait peu de choses qui étaient publiées en français. Il y avait eu quelques essais qui avaient été faits en France, des petites publications assez marginales, mais rien de très répandu. Et puis voilà qu'arrive le père Brune, qui publie cet ouvrage, Les morts nous parlent, qui connaît énormément de succès. Et qui fait bien sûr la promotion de cette transcommunication instrumentale. Et le père Brune s'est beaucoup intéressé à la transcommunication instrumentale vidéo. Donc il devient un peu le propagandiste, il présente des conférences, bien sûr il fait la promotion de son livre à travers des conférences durant lesquelles il nous présente ces fameuses images de transcommunication. Et donc à l'été de 1990, le père Brune vient au Québec pour présenter son ouvrage et parler de transcommunication. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. On a passé une soirée ensemble. Je me revois avec quelques amis. On était autour du feu. On jasait avec le père Brune. Il nous racontait son incursion dans l'univers de la transcommunication. Et puis voilà que le père Brune, il nous raconte toute son histoire. Et puis il dit... certaines des images, on est assez surpris parce que certaines des images de l'au-delà nous ressemblent très étrangement à des images tournées dans ma cour. On a comme, sur certaines images, on a l'impression de voir des rues, on a l'impression de voir même des oiseaux ou des trucs comme ça. Et quand on parle de ça, le père Brune dit, voilà, ce sont des images qui sont quand même très proches de notre univers, c'est juste un monde qui est un peu différent du nôtre, mais tout près. Et puis, durant cette période, d'ailleurs, le père Brune va non seulement faire la promotion de son ouvrage, il va également passer à la télévision. Il va accepter une invitation à la télévision québécoise, une émission très populaire à l'époque à la chaîne TQS, qui était Télévision 4 saisons, oui, qui est aujourd'hui le canal Nouveau. Et donc, TQS, à l'époque, avait une émission phare qui était très, très populaire, qui s'appelait Caméra. Donc, en fonction de l'année, tu as eu Caméra 88, Caméra 89, Caméra 90. Ouais, OK, ça me dit quelque chose. Là, donc, à Caméra, donc, le père Brune est au Québec, c'est l'été 90, il fait la promotion de son ouvrage, il montre des images, et il passe à l'émission Caméra 90, où il parle, bien sûr, de la transcommunication. Et là, pour te montrer, pour illustrer la problématique de l'image, je vais m'arrêter sur deux images en particulier. Il y en a une où on voit Romy Schneider. C'est une image qui est très, très floue. On reconnaît l'actrice de côté. Et voilà que le père Brune nous dit, voilà, c'est Romy Schneider qui tente... Romy Schneider, pour les gens qui savent pas de qui on parle ici, une grande actrice européenne dans les années 60-70. Elle est surtout connue pour son rôle de l'impératrice Sissi. Il y a eu toute une série de films, Sissi, impératrice d'Autriche, etc. Et qui a été aussi une compagne, une amoureuse très proche du célèbre Alain Delon, qui était considéré un temps comme le plus bel homme au monde, acteur français. Donc, c'était Romy Schneider, c'est une légende un peu dans le cinéma français, même si elle est d'origine autrichienne, et elle a incarné donc l'impératrice Sissi. C'est par ce rôle en particulier qu'elle s'est fait connaître. Et elle est décédée dans des circonstances un peu nébuleuse en mai 1982. Donc voilà que le père Brune nous montre des images de Romy Schneider en nous disant, voilà, ce sont des images de l'actrice autrichienne qui nous parle de l'au-delà. On la voit un peu de côté, l'image est un peu floue. Déjà à ce moment-là, au moment même où le père Brune fait la promotion de son livre, fait la promotion de ses images, l'image de Romy Schneider, elle est déjà controversée. Elle est déjà controversée parce que des gens en Europe ont regardé bien sûr toute la filmographie
vidéographie de Romy Schneider et on a retrouvé plusieurs images, principalement une image tirée d'un film qui a été tourné en 1970 qui s'appelle Max et les ferrailleurs. Et on a une image à un moment donné où Romy Schneider est en voiture, elle est filmée de côté et l'image ressemble très étrangement au vidéogramme de la communication, de la transcommunication. Donc on se dit c'est quand même curieux qu'on ait une image qui soit si proche d'une image tirée d'un film. Là, l'image a beau être granuleuse, on l'a rendue floue, mais on reconnaît quand même que c'est probablement une image tirée du film Max et les ferrailleurs. Donc déjà, l'image de Romy Schneider est très controversée. On se dit, c'est probablement quelqu'un qui a pris ce vidéogramme et puis il l'a rendu flou, puis essaie de faire croire que c'est une communication avec Romy Schneider. Mais là, ce qui est plus embêtant pour le père Brune, lors de son passage à l'émission Caméra 90, il présente l'image de Romy Schneider, ne met pas les bémols nécessaires, même si à ce moment-là, on sait dans les milieux de la parapsychologie que l'image de Romy Schneider est controversée. Il présente une autre image où là, cette fois, on voit une jeune femme en maillot de bain, qui a un bas de maillot de bain et un t-shirt, qui sort de l'eau sur une plage. Et là, moi, je me rappelle le père Brune qui me parlait de cette image-là. Quand je l'avais visionnée, j'avais été un peu surpris qu'il y a des plages dans l'au-delà. Et là, je me rappelle l'expression que le père Brune disait. Il dit, c'est une jeune femme qui sort de l'eau dans son corps glorieux. Je me rappelle l'expression qu'il avait utilisée. Glorieux. Dans son corps glorieux qui sort comme ça sur une plage. C'est tabarnouche, tu sais. Donc, voilà qu'il donne cette entrevue à Caméra 90. Et dès la diffusion de l'émission Caméra 90, il y a un postier de Pointe-au-Pic ou de Pointe-au-Père au Québec, mais je crois que c'était Pointe-au-Pic, qui en voyant cette image, dit, voilà, je l'ai déjà vu, moi, cette image-là. Et effectivement, il va contacter Louis Bélanger. À ce moment-là, je travaille un peu avec Louis Bélanger. On travaille à des séries documentaires. Et donc, il nous contacte en disant, cette image-là, je l'ai déjà vue. Il dit, ça vient d'un documentaire qui s'appelle The Bikini Story. Et effectivement, on va retrouver le documentaire. En fait, il s'agit d'un document qui s'appelle The Bikini Story, qui a été diffusé à super écran à l'époque. C'est un documentaire norvégien ou quelque chose du genre, mais qui a été diffusé ici au Québec et qui a probablement été diffusé également en Europe. Et on voit donc cette jeune femme qui se baigne et qui sort sur la plage, et on voit que c'est la même image. Donc, dans deux des images présentées par le père Brune, en salle, lors de conférences, c'était celle qu'on appelait la femme en bikini et le corps glorieux. Dans son corps glorieux et l'image de Romy Schneider sont deux images qui sont excessivement controversées. Donc, il faut voir que encore aujourd'hui, parce que là, je vois que le temps file et encore un petit 2 minutes, Christian. J'ai encore un petit 2 minutes. Oui. Ce que je voulais. Donc, c'est ça. Donc, on a ces images-là et encore aujourd'hui, on continue à s'intéresser à la transcommunication parce que tout ne s'explique pas aussi aisément. C'est-à-dire que c'est beau qu'on dise, oui, il peut s'agir de communication radio, parasitaire, etc. Il peut s'agir également d'images qui proviennent de documentaires ou d'images qui ont été filmées en catimini, là, des images qu'on va réutiliser, soit en les maquillant, soit en les rendant un peu plus floues pour essayer de nous faire croire que ce sont des images qui ont été obtenues de manière un peu surnaturelle, qui proviennent de l'au-delà. Mais il faut quand même le dire, il y a des équipes, tant aux États-Unis qu'en Europe, qui travaillent de manière très sérieuse sur les phénomènes de transcommunication et qui essaient de mettre en place des mécanismes excessivement critiques pour pouvoir s'assurer que les images obtenues sont tout à fait authentiques. Et jusqu'à maintenant, moi, personnellement, j'ai essayé à quelques reprises, dans mon jeune temps, là, on parle des années 80, là, j'ai essayé à quelques reprises dans cet intérêt qui était manifesté à travers la parapsychologie pour la transcommunication. J'ai essayé à quelques reprises d'obtenir à la fois des sons, d'obtenir des images de l'au-delà, et j'y suis jamais parvenu. Bien sûr, j'ai enregistré parfois, comme les chasseurs de fantômes, avec un magnétophone, j'ai enregistré des espèces de bruits de fond qu'on aurait pu interpréter comme étant des voix, mais ça me paraissait clairement être des hallucinations auditives, de la pareidolie auditive. Il y avait rien de très concret là-dedans. Puis bien sûr, c'est sûr que je m'attendais pas à ce que les fantômes
fantôme me parle avec une voix à la Bernard de Rome. Oui, bonsoir, bienvenue sur le téléjournal. Je m'attendais pas à ça, bien sûr. Mais je m'attendais à quelque chose de plus articulé et je n'ai pas obtenu ça. Des espèces de bruits parasitaires. Parfois, on a l'impression que ce sont des voix, mais on ne peut en aucun cas être assuré que ces voix-là ne proviennent pas d'émissions de radio aux alentours, soit walkie-talkie, moniteur pour bébé ou peu importe. Donc, on a déjà cette problématique. Et si on utilise un ghost box, comme l'utilisent les chasseurs de fantômes, qui est rien d'autre qu'un balayeur d'ondes, le balayeur d'ondes ne nous dit pas sur quelle longueur d'onde j'ai capté le fantôme. Donc, c'est une problématique. Si l'appareil me disait, oups, j'ai capté une voix fantomatique sur le 92 ou le 98,1, ben là, je dirais, 98,1, ça se peut que ce soit Radio X que t'as capté. La voix féminine que t'entends au loin, là, c'est pas ta maman qui te parle, c'est Camille. Oui, c'est ça. Tu comprends? Mais comme le balayeur ne nous donne pas cette information-là, donc il est à peu près inutile. Donc, il faut vraiment se tourner vers des équipes. Et je n'ai pas la solution. Hein. Il y aura pas ici, là, je dégonflerai pas ta balloune. J'ai pas une position absolue par rapport à cette communication, transcommunication instrumentale. Je sais que des équipes travaillent solidement, très sérieusement, tant aux États-Unis qu'en Europe, pour essayer de documenter, de mettre de l'avant des techniques qui permettraient de s'assurer que les communications sont bien réelles. J'ai un biais, je le reconnais. Je ne crois pas à la survie de l'âme. Hein? Ça, c'est mon billet personnel. Moi, je pense, malheureusement, que quand t'es mort, t'es mort. T'sais, on a tiré la plug, c'est fini. C'est ma vision. Oui. Mais c'est une vision qui est biaisée. Hein? Je veux dire, c'est la mienne. Je respecte ceux qui ne partagent pas cette vision-là. Et crois-moi, Camille, j'aimerais beaucoup avoir tort. Ben oui, j'aimerais avoir tort. Je suis comme n'importe qui, l'espoir d'une vie après la mort. Oui. Mais malheureusement, après 45 ans passés dans l'univers du paranormal, je n'ai rien vu qui me force à accepter cette interprétation. Et je ne rejette pas les phénomènes. Et attention, là, ça veut pas dire que je rejette comme les phénomènes soi-disant de réincarnation ou de manifestation ou etc. Je pense que les manifestations sont réelles. Je pense, et là c'est mon point de vue très personnel, je pense que c'est plutôt l'interprétation que l'on donne à ces phénomènes qui sont dans l'erreur. Donc de croire que c'est quelqu'un revenant ou de croire que c'est une vie antérieure, je pense qu'on fait une erreur dans cette interprétation. Mais je ne remets pas en question la manifestation ou l'honnêteté des témoins qui rapportent les manifestations. Mais, comme n'importe qui, bien sûr, j'aurais cet espoir, j'entretiens cet espoir de me tromper, qu'il existe quelque chose après la mort. Et je pense que ça nous touche tous. Et c'est peut-être pour ça que ces phénomènes de communication spirite, de médiumnité, je pense que c'est pourquoi ça intéresse tout un chacun à peu près, parce que, bien sûr, ça nous rejoint. Et donc, je comprends que les équipes qui travaillent sur le terrain essaient de trouver des mécanismes qui permettraient d'avoir une certitude par rapport à l'authenticité des communications. Il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, j'avais présenté avec Marceau une histoire à propos une histoire de poltergeist qui s'était produit dans une petite commune en France qu'on appelle La Machine, à cause que c'est une ancienne ville minière, puis on utilisait une grosse machine pour tirer le minerai. Donc le petit village s'est appelé La Machine. Il y a eu un cas de poltergeist très célèbre dans les années 70. Et pour cette émission-là, j'avais reçu le professeur Yves Lignon, qui avait été impliqué dans l'investigation dans cette histoire de poltergeist à La Machine. Et je me rappelle, lors de notre conversation, Yves Lignon m'avait dit, je me suis beaucoup intéressé au phénomène de hantise, au phénomène de poltergeist. Et maintenant, même s'il est âgé, il dit, j'aimerais que les dernières années qui me restent à être en santé, j'aimerais les utiliser pour mener une enquête approfondie sur le phénomène des transcommunications instrumentales. Et je ne peux que louer cette initiative parce que c'est vrai que c'est intéressant, mais malheureusement, je veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais le signal est souvent brouillé. C'est-à-dire que d'un côté, on a des gens qui font une approche sérieuse et rigoureuse, qui obtiennent des résultats intéressants. Pas convaincants, hein, j'insiste, pas convaincants, mais intéressants. Et à travers ça, on a tous ces espèces d'illuminés de la chasse aux fantômes qui nous sortent à peu près n'importe quoi. Et là, ça devient un peu difficile de séparer le bon grain de l'ivraie. Mais je ne l'ai pas la réponse. C'est un phénomène, encore une fois, intéressant. Et comme
n'importe qui, j'aimerais bien qu'il soit la preuve qu'il y a une vie dans l'au-delà, même si on n'a pas cette certitude. Je boucle la boucle en ayant parlé de l'intelligence artificielle en début d'émission. J'ai l'impression qu'on peut se garder une porte d'espoir avec ça, avec la reconnaissance vocale. Le jour où on va être en mesure, sans que ce soit trop brouillé, d'identifier peut-être le grain de voix possible d'entendre. Peut-être que c'est là qu'on va pogner des 2 minutes, Christian. Mais sur ce, on va aller dormir là-dessus ce soir. La science, on peut regarder ça avec un droit de réserve, tout ce qui est intelligence artificielle et la place qu'on lui donne. Mais il y a des choses comme ça qui vont pouvoir avancer ou du moins nous donner plus de réponses. Tu as raison, hein? Les phénomènes inexpliqués d'aujourd'hui seront peut-être des phénomènes scientifiques de demain. Voilà. Laissons la science progresser. Et dans le domaine de la transcommunication instrumentale, plus la technologie va nous servir, plus elle va nous rapprocher d'une certitude, ou bien on peut communiquer avec l'au-delà, ou bien l'au-delà n'existe pas. Merci Christian, je te souhaite une excellente soirée les auditeurs. La chronique va être disponible, l'émission plutôt ce soir sur le site de radiox.com. On se retrouve demain Christian, je te souhaite une excellente fin de soirée. Toi aussi, bye bye. Bye bye.